Donc voilà, maintenant, on va écouter Pierre-Olivier Estral, donc, qui est responsable scientifique dans une entreprise bordelaise, enfin qui a une antenne au niveau de Bordeaux, qui s'appelle Alvéole, avec lequel nous travaillons sur la compréhension des mécanismes d'interaction entre les neurones, donc, puisqu'il est issu d'une équipe qui est présente dans les neurocentres bordelais et les cellules de glioblastome. Voilà, Pierre-Olivier, je te laisse la parole. À toi. Merci, en espérant que le partage d'écran fonctionne mieux. C'est bon pour toi. On a le chemin grande randonnée. Voilà, c'est ça. Ah, C'est bon. ok. Tout d'abord, merci Thomas et merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette journée. Je m'appelle Pierre-Olivier Stral. Je travaille au sein de l'équipe Organizing the Cells dans l'Institut interdisciplinaire de neurosciences de Bordeaux. Et cette équipe a la particularité d'avoir trois tutelles, l'Université de Bordeaux et le CNRS, mais également une composante industrielle privée via l'entreprise Alvéole, dont je suis salarié en tant que responsable scientifique. Et donc, l'ambition de cette équipe mixte est de développer des modèles cellulaires in vitro avancés en utilisant pour cela des approches de bioingénierie basées sur la lumière. Et donc, j'ai intitulé cette présentation « Étudier les cellules cancéreuses dans leur environnement ». Et pour être plus précis, j'aurais dû dire « Étudier les cellules cancéreuses dans un environnement biomimétique aussi proche que possible de l'environnement in vivo ». Donc, en guise d'introduction, et je m'excuse si c'est un peu minimaliste, voire caricatural, mais on peut voir la recherche en cancérologie selon trois composantes majeures. Donc, la première, c'est l'étude purement in vitro, où des cellules cancéreuses sous forme de lignées cellulaires sont cultivées dans ces fameuses boîtes en plastique, ces boîtes de pétri. L'autre composante qu'on peut identifier, c'est l'expérimentation animale, donc l'utilisation d'organismes entiers, principalement faites sur des petits rongeurs comme des souris ou des rats en laboratoire. Et à l'autre extrémité du spectre, on a cette recherche clinique qui fait intervenir des patients, bien évidemment, et des médecins. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, au sein de l'équipe, c'est, si je puis dire, prendre le meilleur de ces trois approches. Donc, en fait, on essaie de combiner des modèles cellulaires pertinents, humains, qu'on va mettre dans des environnements aussi proches que possible de l'organisme complet. Et ce qui est très important pour nous, c'est de conserver l'aspect facilité d'expérimentation et également le débit d'expérimentation aussi proche que possible de ce qu'on peut faire in vitro. Donc, comment est-ce qu'on arrive à aboutir à ce challenge? On le fait grâce à la bioingénierie à base de lumière. Donc, nous, dans l'équipe, on développe de l'instrumentation optique qu'on utilise à des fins d'imagerie cellulaire, mais aussi et surtout à des fins de bioingénierie. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des montages optiques que vous pouvez voir sur la partie gauche de la diapositive, mais pour faire simple, ce qu'on réalise, ce qu'on propose, c'est l'utilisation d'images qui vont être du coup dessinées par un utilisateur sur un logiciel informatique. Ce logiciel est ensuite chargé dans l'ordinateur et va aboutir à la projection de lumière ultraviolette par un système optique à travers l'objectif d'un microscope. Et cette lumière va venir interagir avec un échantillon qui est positionné sur la plateforme du microscope. Et donc à droite, vous avez un peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler. L'image chargée est montrée dans le panel A et sur le panel B, vous voyez en fait cette projection de lumière qui est dépendante de l'image chargée dans l'ordinateur. Et donc cette lumière que maintenant l'utilisateur est capable de contrôler à la demande à partir d'images, nous la faisons interagir avec des chimies de surface particulières de manière à réaliser deux types d'expérimentation principales. Donc, la première consiste à micro-imprimer des biomolécules sur des substrats, c'est ce que vous voyez au centre de la diapositive, où deux biomolécules, une verte et une rouge, ont été micro-imprimées sur des lamelles de verre. Et l'autre type d'approche que nous développons, et j'en parlerai également un petit peu plus tard,
c'est la structuration de gel que nous allons ensuite utiliser comme template, comme récipient, on va dire, pour réaliser de la culture cellulaire tridimensionnelle. Donc, concernant le première approche, le fait de micro-imprimer des biomolécules pour étudier le processus cancéreux, donc j'ai extrait ces différents exemples de la littérature juste pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, l'idée, c'est vraiment d'imprimer des biomolécules pour contraindre géométriquement des cellules afin de rendre leur étude, on va dire, plus simple et plus reproductible. Donc, la division cellulaire, comme vous le voyez à droite, a été largement étudiée avec ces approches de micro-patterning. La dynamique moléculaire, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup au sein du laboratoire. Et je dirais la caractéristique cancéreuse qui a été la plus étudiée en utilisant ces approches de micro-patterning, c'est bien sûr les processus de migration et d'invasion cellulaire, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de la diapositive. Donc, ce qu'on essaye de développer en collaboration avec Thomas, si je puis dire, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que je viens juste de vous présenter, et c'est d'étudier non pas le comportement d'un type cellulaire donné, en l'occurrence cancéreux, mais d'étudier plus en détail l'interaction entre des cellules cancéreuses et des cellules normales. Et donc, bien évidemment, dans le contexte de la neuro-oncologie, on s'intéresse à l'interaction des cellules de glioblastome humains avec des neurones primaires mis en culture. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des processus chimiques associés, mais on va dire le message à retenir, c'est qu'on va imprimer sur des lamelles de verre des neurones qui sont extraits de cerveaux embryonnaires de rats. Et ensuite, une fois que ces neurones sont proprement organisés et maturés, on va venir injecter des cellules cancéreuses qui ont été modifiées pour être fluorescentes sur ce tapis neuronal. Donc, voilà un peu le type de film qu'on arrive à réaliser. Donc là, vous voyez en vert les cellules humaines de glioblastome qui interagissent avec ce tapis neuronal. Et vous voyez assez clairement, je dirais, que ces cellules cancéreuses sont capables d'appliquer des forces et de déstabiliser d'une certaine manière le tissu neuronal sous-jacent. Donc, voilà un peu le genre de film qu'on arrive à réaliser. Et ensuite, on applique des méthodes de segmentation et d'analyse d'images de manière à extraire différents paramètres, comme bien évidemment la vitesse de migration de ces cellules de glioblastome sur le tapis neuronal, la directionnalité ou tout un tas de paramètres biophysiques. Et bien évidemment, ces données préliminaires nous encouragent à aller un petit peu plus loin. Et à terme, on aimerait voir un peu l'impact du métabolisme, comme Thomas a pu l'expliquer un petit peu préalablement, voir comment des mutants pour des métabolites pourraient impacter cette dynamique des glioblastomes en présence de neurones micropaternés. Donc ça, c'est pour l'approche bidimensionnelle, on va dire. Et on travaille de plus en plus parce qu'on est convaincu que c'est important d'aller vers cet aspect tridimensionnel de la biologie. Et du coup, on utilise les mêmes approches de projection de lumière ultraviolette, non plus pour imprimer des molécules sur des substrats plans, mais pour venir structurer des gels qui vont servir de récipient à des cellules pour faire de la culture cellulaire 3D. Donc, je ne vais encore une fois pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment l'idée de cette présentation aujourd'hui, mais les systèmes optiques qu'on développe sont capables de projeter de la lumière ultraviolette à des densités extrêmement contrôlées. Et on va dire, en modulant cette intensité de lumière, on va être capable de générer des topographies dans des gels biocompatibles pour la culture cellulaire 3D. Donc, voilà un peu le genre de réalisation qu'on peut obtenir. Donc, en haut à gauche, vous avez encore une fois l'image qui a été designée et chargée dans l'ordinateur. Et cette image va être convertie en projection de lumière ultraviolette par le système qui va venir structurer un gel sensible à la lumière selon l'image que vous avez en bas à gauche. Et si, après la réalisation de ces récipients, on vient ensemencer des cellules
les cellules vont avoir tendance à s'auto-organiser en sphères, qu'on appelle des sphéroïdes. Et l'intérêt majeur, j'ai envie de dire, de ces approches de bioingénierie, c'est qu'on va être capable de générer tout d'abord un grand nombre de sphéroïdes et que ces sphéroïdes, comme vous pouvez le voir sur le panel en bas à droite, ont tous la même forme, ont tous la même taille. Et ça, c'est important pour être capable d'extraire des statistiques et avoir des données qui sont reproductibles à terme. Autre point qui peut être également intéressant avec ces approches, comme vous pouvez le voir, l'espacement entre chaque sphéroïde individuel est contrôlé, est toujours le même, ce qui permet d'envisager des approches d'imagerie automatisées à haut débit pour, encore une fois, obtenir un maximum de données à partir d'une expérience individuelle. Donc, ces approches de bioingénierie, on les couple avec des méthodes d'imagerie tridimensionnelle qu'on développe également dans l'équipe, qui nous permet en fait d'observer en temps réel des cellules vivantes dans des environnements 3D micro-fabriqués à la demande. Et tout comme je l'ai montré pour les cellules de glioblastomes sur des tapis neuronaux, on utilise des logiciels avancés qui nous permettent de faire du tracking, de suivre le comportement de cellules individuelles au sein de boules de cellules, au sein de boules de cellules cancéreuses ou de sphéroïdes en l'occurrence. Et enfin, donc ça fait partie des toutes dernières manips qu'on a mis en place avec Thomas, où on fait des co-cultures tridimensionnelles de cellules cancéreuses que vous pouvez voir en vert, avec des cellules neuronales en rouge. Et on a observé des caractéristiques assez intéressantes. Et je tiens à préciser que c'est quand même des données qui sont très préliminaires. On voit que même si on mélange ces deux types cellulaires à T0 et qu'on les ensemence dans nos micro-puits micro-fabriqués, on observe qu'au cours du temps, il y a une ségrégation et que ces cellules cancéreuses sont en fait capables de s'auto-agréger et de reformer une sorte de mini-tumeur au sein d'un tissu neuronal dans ces environnements micro-fabriqués. Donc voilà, juste, c'était vraiment une présentation très succincte des centres d'intérêt de l'équipe. Et donc, si je peux conclure sur cette présentation, donc au sein de l'équipe Organizing the Cell, on développe de l'instrumentation optique à des fins d'imagerie cellulaire, mais également à des fins de bioingénierie, donc micro-fabriquer des environnements pour, à terme, on l'espère, générer des modèles cellulaires in vitro plus physiologiques. Et idéalement, on a également à l'esprit cette envie à terme de pouvoir limiter le recours à l'expérimentation animale en développant des systèmes in vitro qui pourraient nous apporter des informations, si ce n'est identiques, mais au moins assez proches de celles qu'on peut extraire de l'expérimentation sur un animal entier. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions un petit peu plus tard dans la matinée. Merci beaucoup. Pierre-Olivier, c'était intéressant, des images impressionnantes, magnifiques, comme beaucoup dans ce type de technique. Donc c'est vrai que ça nous permet de décomposer voilà, un petit peu ce qui se passe chez le patient ou dans le petit animal, essayer de mieux comprendre en fait d'une manière simplifiée et aussi voilà, remplacer des modèles qui peuvent être un petit peu décriés des fois, des modèles animaux donc qu'on utilise en science. Voilà, donc ça c'était une parfaite transition. Donc j'espère que Joris va pouvoir reprendre la main pour montrer de nouveau ces sphéroïdes et comment on les utilise au laboratoire pour tester différents aspects, et notamment l'aspect d'invasion qu'on aime bien aborder dans nos équipes. Voilà, à toi Joris. Ah, il me C'est dit bon, que ça merci. marche pas. Est-ce que tu peux me charger la vidéo parce que du coup mon C'est bon, ordi. alors je vais partager mon écran. Hop, tac. Alors attendez, j'en ai. Sélectionner mon écran. Alors moi aussi. Alors non, pardon, écran entier. Autoriser. Hop. Est-ce que c'est bon? C'est super. Est-ce que tu peux mettre le plein? Super, merci beaucoup Thomas. Voilà. Je m'appelle Joris Guillon, je suis interne en pharmacie et je prépare une thèse de science dans le laboratoire du professeur Andreas Bigfalvi et je suis aussi co-encadré par Thomas Daubon. Et je voulais remercier l'organisation pour me permettre de présenter ce petit atelier permettant d'expliquer en fait vraiment toutes les étapes de l'extraction des cellules tumorales à leur culture jusqu'à leur utilisation, que ce soit sur la paillasse, en modèle in vitro, ou chez les animaux en modèle préclinique.
Du coup, donc, c'est ce que j'ai expliqué en utilisant les références suivantes. Donc, à partir de la biopsie tumorale, il y aura plusieurs types de cultures cellulaires qui peuvent être réalisées. Soit les cellules vont pousser de manière adhérente au fond des plaques, quand le milieu de culture va être riche en sérum, ou lorsqu'il va être pauvre en sérum, les cellules vont s'agglomérer et former ce qu'on appelle des sphéroïdes, des amas de cellules. Donc, c'est des cellules qui ont comme caractéristique de pouvoir donner beaucoup de types cellulaires puisqu'elles sont très peu différenciées. Et enfin, il y a un dernier modèle qui est assez souvent utilisé, qui correspond à la culture en overlay. En fait, il s'agit directement du tissu tumoral qui va être mis en culture sur une couche d'agar, empêchant du coup l'adhérence des cellules sur la boîte de culture. Les cellules dont on s'occupe particulièrement, nous, au laboratoire, sont des cellules qui poussent en forme de sphéroïdes. Donc, notre modèle de base est le P3 et je vais vous montrer un exemple d'extraction d'une lignée de cellules bordelaises donc, qui vient d'un patient dont la biopsie a été récupérée sur Bordeaux par un chirurgien. Donc, la biopsie va être découpée en fins morceaux, digérée puis passée sur un tamis pour récupérer uniquement des cellules uniques. La digestion fait intervenir des enzymes pour séparer les enzymes. Pendant les premiers jours, on va avoir vraiment un mélange de cellules, de déchets, principalement des globules rouges avec quelques cellules tumorales et des neurones. Et à partir du troisième jour, en fait, les cellules tumorales vont s'agglomérer entre elles et commencer à faire des bourgeonnements pour ensuite se détacher au septième jour, puis former des sphéroïdes qui vont nager en suspension dans le milieu de culture. Quel est l'intérêt de la culture du sphéroïde? En fait, par rapport à un modèle cellulaire en monocouche, le sphéroïde va présenter plusieurs intérêts puisqu'il va il va être plus représentatif d'une vraie tumeur. Il va posséder plusieurs zones. euh, donc, des zones comme le centre de la tumeur, une zone intermédiaire et une zone périphérique plutôt proliférative. Ces zones seront marquées par des gradients, que ce soit des gradients de concentration en catabolites, en nutriments ou voire en gaz. Et en plus, c'est un modèle qui va reproduire l'hypoxie de la tumeur, c'est-à-dire que le centre de la tumeur va être pauvre en oxygène et il y aura une augmentation du taux de dioxyde de carbone. Donc, c'est un modèle qui n'est pas retrouvé, enfin, cette structure n'est pas retrouvée en modèle cellulaire monocouche. Par ailleurs, il s'agit donc d'un modèle en 3D. Donc, pareil, la structure est un peu plus proche de la tumeur retrouvée chez le patient. Et c'est quelque chose qui va être assez facilement manipulable pour réaliser de la microscopie, que ce soit électronique ou que ce soit avec de la fluorescence, puisque le sphéroïde mesure à peu près la moitié d'un millimètre et est aussi visible à l'œil nu. Donc, du coup, à manipuler, c'est assez facile. Et donc, on peut utiliser différents marqueurs pour étudier certains composés. Ensuite, le sphéroïde, donc une fois préparé, ne peut pas être utilisé en tant que tel. Il va falloir homogénéiser leur taille dans une plaque de culture afin de les utiliser pour différentes expérimentations. Donc, il y a des expérimentations de croissance cellulaire avec l'utilisation, par exemple, d'un médicament qui existe déjà ou d'une nouvelle molécule pour voir l'effet sur la croissance du sphéroïde. Et il y a aussi des expérimentations sur la mobilité cellulaire, que ce soit de l'invasion ou de la migration. Pour l'invasion, le sphéroïde va être mis dans une matrice de collagène et va... Thomas, est-ce que tu peux revenir sur la diapo d'avant, s'il te plaît? Donc, la matrice de collagène va dégrader la matrice pour pouvoir envahir de manière tridimensionnelle, alors qu'en migration, ça va être sur un simple tapis de facteurs et de croissance et les cellules vont migrer de manière en deux dimensions. Enfin, donc, pour homogénéiser les cellules, on dissocie les sphéroïdes en cellules uniques et puis en fonction de la concentration des cellules dans le milieu, en fait, ça va donner des sphéroïdes de différentes tailles et en fonction de la taille qu'on veut, du coup, on sait quel nombre de cellules il faut mettre dans chaque puits. Donc, quelques exemples d'expérimentation in vitro réalisées au laboratoire. Donc, pour la croissance cellulaire, on va par exemple Thomas, merci. On va par exemple utiliser un inhibiteur. Donc ici, ce sera la roténone qui bloque
un complexe de la mitochondrie qui donc permet une production de l'énergie pour les cellules. Et une fois que ce complexe est bloqué, au bout de 72 heures, il y a une régression de la croissance du sphéroïde par rapport au contrôle de l'ordre de 30% de différence. En termes d'invasion, par exemple, en matrice de collagène, en utilisant l'acide chlorhydrique, puisque l'acidité en fait, qui est retrouvée au sein de la tumeur va pousser les cellules à envahir plus loin dans des zones qui sont moins acides. Et quand on réalise cette expérience au laboratoire, effectivement, en ajoutant de l'acide chlorhydrique, il y a bien une augmentation de l'invasion des cellules tumorales. Et enfin, un dernier exemple d'expérimentation, mais cette fois in vivo, donc un modèle préclinique chez la souris. Les sphéroïdes vont être directement implantés dans le cerveau d'une souris et le cerveau sera récupéré au bout de plusieurs semaines. Les cerveaux vont être coupés puis marqués avec des anticorps qui vont cibler certaines protéines d'intérêt. Donc ici, l'anestine, ça marque les cellules tumorales humaines et on va pouvoir analyser plusieurs zones comme le corps, le développement de la tumeur avec une partie angiogénique de vascularisation très forte, une partie de front d'invasion puisque au final, les sphéroïdes sont implantés au niveau du corps, puis les cellules vont migrer de manière collective dans des zones marquées en contrôle inter-invasion. Et enfin, elles peuvent être analysées aussi en cellules uniques qui envahissent et donc permettant de récupérer certains paramètres de la tumeur implantée chez la souris. Donc pour conclure, ces modèles vont apporter plusieurs intérêts. Les modèles in vitro sont des modèles très simples qui permettent l'étude d'un ou deux facteurs. Donc nous, par exemple, on étudie le rôle d'une enzyme au sein de la tumeur. Ça permet juste avec des paramètres contrôlables de voir quel est l'effet de la modulation de cette enzyme. Et à contrario, le modèle in vivo est un modèle beaucoup plus complexe. Donc quand on veut étudier ces enzymes, par exemple, eh ben, cette étude va être faite au regard d'une multitude de paramètres vivants qui ne sont pas contrôlables dans ce cadre-ci. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Joris. Ce qu'on appelle la coordination d'équipe pour faire passer le diaporama. Donc voilà, c'était très clair. Et donc ce que Joris montrait et aussi Pierre-Olivier, c'est extrêmement complémentaire. Donc voilà, je le répète, qui permet de décortiquer tous ces phénomènes cellulaires qui peuvent être observés chez le patient et essayer de viser au mieux donc avec des thérapies, nouvelles thérapies ou en utilisant du repositionnement de drogue, ce qu'on fait pas mal au niveau de l'équipe pour essayer de réduire justement l'agressivité de ces tumeurs.